Bienvenue sur le podcast À ventre ouvert, où je vous parle de protection de l'enfance, de maltraitance, d'inceste, de violences sexuelles, de traumatisme, de dissociation et plus généralement de troubles psychiques. Ce n'est pas très joyeux, mais c'est important. Contrairement à ce que le titre de l'épisode laissait penser, je ne vais pas vous expliquer comment se reconstruire après un viol, mais vous présenter le livre de Suzanne Brisson, intitulé en anglais Aftermath, Violence and the Remaking of a Self, publié en 2003. Aftermath, ça signifie à la fois suite ou conséquence d'un événement, notamment de nature désastreuse ou malheureuse, et nouvelle pousse d'herbe consécutive à une ou plusieurs moissons. Difficile de trouver en français un mot qui englobe à la fois le trauma et ce qu'on pourrait considérer comme une nouvelle naissance ou une forme de résilience. La première traduction française est parue sous le titre « Après le viol » et la nouvelle édition de 2023, celle que j'ai entre les mains, sous le titre « Et nos cœurs, malgré tout, survivent, se reconstruire après un viol ». Suzanne Brisson est une philosophe américaine. En juillet 1990, elle est victime d'un viol et d'une tentative de meurtre près de Grenoble. Elle est adulte, son agresseur est un inconnu et sera finalement condamné. Ce qui est loin d'être le cas de figure le plus fréquent, rappelons-le. La nouvelle édition commence par une préface de 2022 où l'autrice explique avoir mis 10 ans à écrire ce livre. Elle précise « J'étais contrainte de l'écrire, à la fois en tant que survivante ayant désespérément besoin d'imaginer comment continuer à vivre dans un monde terrifiant et imprévisible qui n'avait plus de sens, et en tant que philosophe qui trouvait que sa formation universitaire ne lui était guère utile dans cette entreprise. 20 ans après sa publication originale, je suis à la fois heureuse et découragée de voir qu'il est toujours d'actualité. » Dans cette même préface, elle réfute l'idée d'une violence qui serait rare, aléatoire, appartenant à la sphère privée et commise par des monstres. À propos des violences en général, elle écrit « Nous avons encore tendance à les considérer comme des actes isolés, commis par des individus mentalement dérangés, plutôt que comme des exemples d'un phénomène plus large, fondé sur la race et le genre, et en rapport avec les normes de la masculinité blanche dominante dans notre société. » Elle ne parle pas des enfants victimes, mais j'ajoute que les violences commises sur les enfants suivent la même logique de domination. Ils sont dominés par les adultes qui estiment avoir le droit de disposer du corps des enfants et dont la violence s'inscrit dans une société patriarcale, même lorsque les agresseurs et incesteurs sont des filles et des femmes, ce qui arrive aussi. À propos du système pénal, elle écrit « Je ne pense pas, malgré tout, que le droit pénal soit la meilleure façon d'appréhender la violence sexuelle. Le problème est structurel et idéologique, et non un de ceux que notre système policier et pénal peut résoudre. » Suzanne Brisson explique dans l'avant-propos qu'après le viol, tout a cessé de faire sens, et qu'elle n'a pu trouver de sens ou de consolation dans la philosophie. Je la cite « Je m'étais aventurée hors de la communauté humaine, et j'avais débarqué au-delà de l'univers moral, au-delà du royaume des événements prévisibles et des actions intelligibles, et je ne savais pas comment en revenir. » Elle ne se sent plus chez elle au sein du monde. Elle ajoute qu'elle ne savait pas encore, juste après le viol, que le traumatisme entrait aussi son corps et que le pire, c'est-à-dire les séquelles de la violence, serait encore à venir. Pour elle, un des aspects les plus difficiles de sa guérison a été l'apparente incapacité des autres à se souvenir de ce qui s'était passé et leur exhortation à ce qu'elle oublie, elle aussi. Elle relève un manque d'empathie qu'elle explique en partie par la peur des autres de s'identifier à la victime, ce qui reviendrait à se dire qu'on n'a pas le contrôle sur ce qui peut nous arriver. Elle rappelle pourtant que l'écoute empathique est nécessaire pour survivre. Elle aborde déjà ici un élément essentiel de son livre. « Je développe et défends une vision du moi comme fondamentalement relationnelle, capable d'être défait par la violence, mais aussi capable d'être refaçonné par sa relation avec les autres. » Je trouve cette idée très forte et très vraie, et je l'avais déjà lue d'ailleurs dans Le corps n'oublie rien de Van der Kolk. Et elle met bien sûr en évidence la difficulté à raconter, à trouver un langage fidèle pour décrire l'expérience traumatique. Elle présente ainsi son ouvrage, un récit à la première personne de la reconstruction d'un moi déchiré par un traumatisme, vient se mêler un examen philosophique de la violence et de ses séquelles. Donc elle écrit son livre à la fois à partir de sa position de victime et de sa position de philosophe. Pour vous résumer rapidement les 6 chapitres qui constituent le livre,
Le premier aborde les conséquences philosophiques et les séquelles immédiates de l'agression, la manière dont le traumatisme brise nos certitudes sur le monde. Le chapitre 2 est un développement et une défense de la méthodologie utilisée tout au long du livre, à savoir la nécessité des récits à la première personne pour faciliter notre compréhension du traumatisme et de la victimisation. Les chapitres 3 et 4 abordent la fonction thérapeutique des récits traumatiques. Le chapitre 5 parle du rôle de ces récits dans la construction et le changement des tropes culturelles et des normes politiques. Et le chapitre 6 met en évidence les tensions entre vivre pour dire et dire pour vivre, entre le simple témoignage et un récit qui permettrait aussi de poursuivre son existence. Chapitre 1 – Survivre à la violence sexuelle. Suzanne Brison commence le chapitre en racontant le viol et la tentative de meurtre, le passage aux urgences et sa terreur que l'agresseur la retrouve pour terminer le travail. Puis elle se penche sur la réaction de l'entourage. Au départ, elle ne parlait que de la tentative de meurtre et occultait l'agression sexuelle. Elle a remarqué que les gens ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un avait voulu la tuer, mais dès qu'elle parlait de la dimension sexuelle, cela suffisait à expliquer ce qui s'était passé. Peut-être parce qu'il est logique de vouloir tuer une femme qu'on veut aussi violer, ou parce que le phénomène est tellement fréquent, ce qui pousse de nombreuses personnes à penser que cette violence sexuelle est normale, naturelle, et ne mérite pas qu'on se pose plus de questions. Et paradoxalement, en même temps de penser que cette violence est naturelle, la plupart des gens continuent de penser qu'on peut y échapper à condition qu'on ne fasse rien de mal, et donc à culpabiliser les victimes. En tant que philosophe, elle rappelle que la violence sexuelle et ses séquelles font naître de nombreuses questions philosophiques. Comme question philosophique, il y a par exemple la désintégration du moi, qui défie les notions de l'identité personnelle à travers le temps, ou encore le scepticisme de la victime. Ainsi, le point de vue de la victime fournirait un éclairage pertinent sur de nombreuses questions. Elle précise: certains peuvent considérer qu'inclure ce genre de témoignage à la première personne dans des écrits académiques, c'est faire preuve de complaisance à l'égard de soi. Mais je les considère comme un antidote bienvenu à l'érudition qui, sous couvert d'universalité, tente à réduire au silence ceux qui ont le plus besoin d'être entendus. Elle raconte ensuite sa déposition et précise que son expérience du système judiciaire a été meilleure que celle de la plupart des victimes, mais qu'elle a eu quand même des visions fugitives de l'humiliante insensibilité que les victimes endurent de façon routinière tout au long du parcours. Elle note notamment la sensation de faire l'expérience des choses de manière posthume, en raison du traumatisme certes, mais aussi dans la façon d'être traitée comme un, je cite, morceau de viande, notamment par les médecins légistes. Dans les mois qui suivent l'agression, elle a eu le sentiment de ne pas savoir si elle était vivante ou morte, de mener une existence de fantôme, que le monde continuait sans elle ou lui était devenu étranger. Et cette impression de non-réalité était nourrie par le déni massif de son entourage, qu'elle interprète comme une tentative de garder une vision du monde intacte. Elle développe alors les différentes réactions: la maladresse, l'incapacité à en parler, l'injonction à s'en remettre, voire à remercier Dieu ou la vie de nous avoir apporté cette épreuve qui nous fera grandir. Autant de violences supplémentaires. Elle explique par exemple que les tantes, oncles, cousins et amis de la famille n'ont pas téléphoné ni écrit. Je la cite: « Ce sont tous des personnes compatissantes, convenables, qui auraient envoyé des vœux de prompt rétablissement si j'avais eu, disons, l'appendicite. Leur absence de réponse était si étonnante que je me suis demandé si ce n'était pas là le résultat d'un déni d'autoprotection, une répugnance à mentionner quelque chose de si indicible, ou un symptôme de l'analphabétisme émotionnel dans notre société qui empêche beaucoup de gens de transmettre n'importe quel sentiment qui ne peut être exprimé par une carte de Noël standard. » Ses parents lui expliquent alors que les autres ne voulaient pas lui rappeler ce qui s'était passé. Elle écrit: « Ne réalisaient-ils pas que je pensais à l'agression chaque minute de chaque jour, et que leur incapacité à me répondre me faisait me sentir comme morte sans que personne n'ait daigné venir à mes funérailles ?» Elle raconte la colère, la peur et l'impuissance des mois qui ont suivi, sans réussir à être en colère contre son agresseur. Elle a aussi décidé d'apprendre à se battre, et pour ça, de prendre des cours de self-défense. À la différence des survivants de guerre ou de tremblements de terre, qui habitent un monde commun brisé, les victimes de viol font face seules à la destruction cataclysmique de leur monde. Elle se sent seule et prend conscience qu'elle présente tous les symptômes du trouble de stress post-traumatique.
Elle redit la nécessité de parler pour surmonter le traumatisme, bien que cela puisse être à nouveau traumatisant que les gens refusent d'écouter. Après 6 mois, elle adhère à un groupe de soutien aux survivantes de viol, bénéficie d'une thérapie et s'engage dans des activités politiques. Puis elle réussit petit à petit à reprendre le travail. Dans sa fac, de nombreuses étudiantes sont violées. Elle est alors confrontée au refus de la mise en place d'un cours de self-défense contre le viol, car ce serait discriminatoire envers les hommes. Plus loin, elle écrit « Le fait que la vie de toutes les femmes est limitée par la violence sexuelle est indiscutable. » Elle cite des chiffres et des études qui montrent que les femmes doivent sans cesse s'adapter pour éviter cette potentielle violence. Les solutions proposées sont alors, par exemple, établir un couvre-feu pour les femmes alors que ce sont les hommes qui agressent, limiter leur liberté pour éviter qu'il leur arrive quelque chose. L'absurdité de cette approche devient apparente une fois que l'on comprend qu'une femme peut être sexuellement agressée n'importe où, n'importe quand, dans des lieux sûrs, en plein jour, même chez elle. Elle termine le chapitre par un propos que je trouve très touchant, où elle explique qu'elle est passée de la peur de parler de ce qu'elle avait vécu, à la peur de ce qui pourrait se passer si justement elle n'en parlait pas. Durant des mois, j'ai eu peur que les gens apprennent mon agression, peur de leur réaction et de leur incapacité à réagir. J'avais peur que mon œuvre professionnelle soit discréditée, qu'on la considère comme partiale, ou encore pire, comme non proprement philosophique. Je n'ai plus peur, à présent, de ce qui pourrait se passer si je parle ouvertement de la violence sexuelle. J'ai beaucoup plus peur de ce qui continuera à se passer si je ne le fais pas. Chapitre 2. De l'intime comme objet philosophique. Le « je » n'a pas sa place dans une argumentation philosophique. La plupart des philosophes considèrent la recherche de vérités éternelles, décontextualisées, comme étant la, je cite, condition sine qua non de l'entreprise philosophique. Mais d'autres rejettent cette position, notamment les philosophes féministes. Virginia Held, dans Feminist Morality, Transforming Culture, Society and Politics, en 1993, écrit « La tradition philosophique, qui a eu la prétention de proposer une idée de l'humain comme essentielle et universelle, a proposé à la place une vision, masquée par cette ambition, masculine, blanche et occidentale. Il y a donc une nécessité intellectuelle à écrire à la première personne. Il faut accepter les récits subjectifs comme moyen légitime d'avancer la connaissance. Il y a un parti pris dans l'exclusion de certaines expériences, comme celle de la violence sexuelle. Alors que la théorie morale traditionnelle est souvent construite sur ce qu'une personne peut penser à partir du point de vue d'un observateur idéal hypothétique, ou d'un être hypothétique purement rationnel, l'éthique féministe s'appuie sur des expériences réelles d'individus concrets, accordant une attention particulière aux expériences des femmes et des autres groupes marginalisés, expériences précédemment négligées. Si le viol n'est pas considéré comme un sujet strictement philosophique, Suzanne Brisson l'explique par un parti pris disciplinaire contre la pensée de l'intime et contre le style narratif. Mais ces récits sont nécessaires et elle donne 3 arguments parmi d'autres. Ils sont nécessaires pour exposer des partis pris auparavant cachés par la discipline et sa méthodologie, pour faciliter la compréhension de ou l'empathie avec ceux qui sont différents de nous, et pour mettre sur la table nos propres préjugés d'érudits. Et franchement, ça marche pour tous les sujets, parce que quand on voit les chercheurs dans leur laboratoire qui n'ont jamais été confrontés à des êtres réels, vivants, concrets, il y a quand même un énorme fossé entre ce qu'ils peuvent dire, y compris par exemple en psychiatrie de certains troubles, et la réalité des personnes qui les vivent. Malgré tout, la philosophe soulève les risques de théoriser à la voix personnelle, risques qui peuvent être évités avec de la vigilance. Là encore, je vais vous les lister. Premier risque, le dilemme de parler uniquement pour quelqu'un ou bien de parler sans garantie au nom d'un groupe plus important. Il y a donc d'une part un risque de sous-généralisation, ne parler que pour moi, et d'autre part de sur-généralisation, parler au nom de tous les membres du groupe. Et ce qu'il faut faire pour éviter cela, c'est assez simple, clarifier le contexte à partir duquel on écrit, c'est-à-dire l'âge, la classe sociale, la race, les circonstances de vie actuelles, etc. Petit aparté, quand elle parle de race ici, il faut savoir qu'aux États-Unis, le terme de race n'a pas du tout le même sens qu'en France, et il n'est pas perçu du tout de la même façon non plus, il est très très souvent employé.
Et on entend race au sens de race sociale, c'est-à-dire de personnes qui subissent le racisme, de personnes qui subissent des conséquences matérielles et réelles dans leur vie du fait de leur origine, et pas du tout dans le sens où il existerait plusieurs races naturelles, biologiques, etc. Deuxième risque, considérer ce qui se trouve immédiatement dans les rapports d'expérience ou les souvenirs d'expérience comme fondamental. Je précise. Les souvenirs traumatiques, en tout cas selon Suzanne Brisson, ne sont pas simplement donnés et retenus comme des instantanés. Ils sont articulés, sélectifs, malléables, comme les souvenirs narratifs. Alors là, elle s'oppose à une certaine idée des souvenirs traumatiques qui seraient vraiment des flashbacks absolument pas modifiés et parfaitement représentatifs de la scène première qui a été vécue. Pour préciser mon propre avis, moi ça me dérange pas d'entendre l'un ou l'autre. Je considère pas que c'est une négation des souvenirs traumatiques que de dire qu'ils sont articulés, sélectifs, malléables. Je pense que c'est un peu utopique de considérer que les souvenirs traumatiques sont des instantanés dans l'absolu et que finalement il y a des fragments de souvenirs qui peuvent être, je pense, vraiment des choses instantanées et d'autres qui peuvent être articulés, etc. Et quand je parle d'instantané, c'est, en tout cas dans mon expérience personnelle, ça renvoie surtout aux souvenirs corporels en fait, parce que quand c'est un souvenir sensoriel, avec juste un flash, là j'ai pas l'impression que ce soit articulé du tout et que c'est vraiment quelque chose qui répond à un stimulus présent et que ça revient tel quel. En revanche, quand on raconte ce qu'on a vécu, le détail des violences, etc., de façon narrative, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher d'articuler les souvenirs, de les sélectionner, de les modifier malgré nous, mais c'est pas des modifications dramatiques. Par exemple, de se voir avec un t-shirt rose, alors qu'en fait, on ne le sait pas, mais pendant l'événement, on avait un t-shirt bleu. Enfin, c'est vraiment ce genre de modification qui ne doit pas remettre en question la mémoire des victimes. Je pense juste que c'est un peu trop utopique de se dire que la particularité des souvenirs traumatiques, c'est qu'ils sont 100% fiables parce qu'ils n'ont jamais été modifiés de quelque façon que ce soit. Bref. Donc, selon Suzanne Brisson, il existe un fossé entre l'expérience et le souvenir, mais aussi entre l'événement, qui peut être décrit d'innombrables manières, et l'expérience qu'on en fait. Donc là, elle va plus loin. C'est-à-dire que ce dont je viens de parler, c'est le fossé entre l'expérience et le souvenir, avec certaines modifications, sélections qui peuvent avoir lieu. Mais elle dit qu'il y a aussi encore un fossé entre ce qu'on vit et comment on le perçoit, comment on le nomme. Donc je la cite, « On fait l'expérience des événements au travers des moyens de représentation, perception sensible, sensation physique et classification linguistique, même si c'est seulement en tant que chose terrifiante. Et les significations culturelles des événements, telles qu'on les perçoit, sont influencées par ces moyens de représentation. » Elle cite Elizabeth Tonkin, un ouvrage paru en 1992 intitulé Narrating Our Past, The Social Construction of Oral History, qui écrit « Les contenus des messages de la mémoire sont nécessairement sociaux dans la mesure où ils sont acquis dans le monde social et peuvent être codés au moyen de systèmes symboliques qui sont culturellement familiers. Et donc, l'expérience ne se produit pas en dehors des significations établies, ce qui ne veut pas dire que le viol ou la torture sont des constructions de l'esprit ou de la culture, pas du tout. Les événements se produisent bien, mais ils peuvent être décrits d'innombrables manières. » Et pour illustrer ça, vous verrez qu'elle y reviendra plus loin, en montrant comment elle-même, au cours de l'événement, après l'événement, selon le temps qu'elle avait devant elle pour parler, selon les interlocuteurs et interlocutrices qu'elle avait, elle a pu percevoir et décrire l'événement de façon différente. À partir de sa propre expérience, elle remet en question aussi le propos de Kathy Carust sur le traumatisme en tant qu'expérience non revendiquée ou manquée. Dans Unclaimed Experience, Trauma, Narrative and History, elle réfute donc l'idée selon laquelle le traumatisme serait l'absence d'état d'alerte qui reviendrait après coup. Selon Kathy Carus, le choc ne résulterait pas de l'expérience directe de la menace, mais de l'absence de cette expérience.
Et donc, Suzanne Brison explique qu'au contraire, la recherche sur le traumatisme indique qu'on fait typiquement l'expérience de l'événement sur le moment et que l'on s'en souvient à partir de là. La menace de mort n'est pas absente sur le moment la plupart du temps. Troisième risque à théoriser à la première personne, produire des récits de contre-victimisation injustifiés. Il y a donc un risque à souligner l'importance des histoires individuelles et à insister sur les émotions, celui de saper l'évaluation critique et l'analyse d'affirmations contradictoires. Par exemple, l'homme blanc victime en colère. Vous voyez ce qu'elle veut dire? Si on dit que les récits à la première personne ont un statut de vérité, au même titre que n'importe quel écrit, ça veut dire que des victimes minorisées de violences réelles pourraient s'exprimer, mais ça veut aussi dire que des dominants pourraient écrire un texte en se victimisant. Et donc il faut faire attention à ce type de récit dit de contre-victimisation. Et donc ce que Suzanne Brisson dit, c'est que si la revendication d'une victimisation est faite au nom d'un groupe ou à cause de l'appartenance d'une personne à un groupe, la victimisation passée et présente du groupe en question a besoin d'être examinée de manière critique. Et donc les histoires personnelles doivent être inscrites dans des perspectives historiques, politiques et sociales plus larges. Ainsi, pour reprendre encore une fois l'exemple de l'homme blanc, en inscrivant son récit dans quelque chose de plus large et en examinant la potentielle victimisation qu'il y a pu avoir sur ce groupe de personnes, on se rendra compte que son récit, s'il est fait parce que... Enfin, un homme blanc peut se dire victime de... je sais pas moi, de son patron, mais même en fait, un homme blanc peut se dire victime de violences sexuelles, de violences conjugales. Le problème, c'est s'il parle au nom de son groupe, en disant « j'ai été victime parce que je suis un homme blanc ». Ben non. Et donc de voir que l'homme blanc n'a pas subi tout ce qu'ont subi les femmes, le sexisme, les féminicides, etc. De voir que, vu qu'il est blanc, il n'a pas subi des siècles et des siècles d'esclavage, de colonisation, de discrimination au sein de la société, etc. Ça permet de remettre le témoignage à sa place et de ne pas en faire une vérité absolue. Quatrième risque, perpétuer des stéréotypes négatifs au sujet d'un groupe. Par exemple, que les femmes seraient faibles et impuissantes, et contribuer à rendre sensationnelle ou banale l'expérience de victimisation du groupe. Pour contrer ce risque, on peut rejeter la dichotomie, c'est-à-dire l'opposition entre victimisation et action, c'est-à-dire que les victimes peuvent agir, elles ne sont pas seulement des victimes, elles ne sont pas faibles et impuissantes, et éviter les récits à sensation, ce que les journalistes ont tendance à faire, on va pas se mentir, c'est-à-dire éviter d'aller sur les plateaux télé pour raconter en détail des faits d'agression sexuelle qui susciteraient la curiosité et l'excitation du spectateur, de la spectatrice. En conclusion de ce chapitre, on a besoin de davantage de récits à la première personne pour aider à éclairer une variété de questions philosophiques, et c'est une philosophe qui vous le dit. Pas moi, mais l'autrice. Chapitre 3. Survivre à soi. Ce chapitre s'ouvre sur une citation que je trouve très belle de Charlotte Delbo dans Auschwitz et après. « Je suis morte à Auschwitz, mais personne ne le sait. » Suzanne Brisson soulève la question de l'avant-après traumatisme. En tant que victime dans l'enfance, ça ne me parle pas, car il n'y a jamais eu d'avant. Je me suis construite entièrement à partir des traumatismes. Ils ont toujours été là dès le début et dans le temps. Elle aborde le fait de ne plus être la même personne qu'avant le traumatisme. Lorsque le traumatisme est d'origine humaine et intentionnellement infligé, il ne met pas seulement en pièces les certitudes fondamentales de l'individu, mais également ses certitudes concernant le monde et sa propre sécurité en son sein, et détruit aussi la connexion qui unit le moi au reste de l'humanité. Et alors ça, par contre, ça me parle énormément. C'est juste que ça a toujours été comme ça. Les victimes sont réduites à l'état de pur objet. Judith Herman, dans Trauma and Recovery, en 1992, écrit « L'événement traumatique détruit ainsi la croyance que l'on peut être soi-même dans sa relation avec les autres quand le traumatisme a été infligé par un autre être humain. Sans cette croyance, on ne peut plus être soi-même dans la mesure où le moi existe, selon Suzanne Brison, fondamentalement en relation avec les autres. » Dans ce qui suit, je soutiens que l'étude du traumatisme révèle que les interprétations du moi comme incarné dans le corps, comme moi narratif, comme moi autonome, sont des interprétations complémentaires qui se centrent sur différents aspects du moi.
Je soutiens également que l'étude du traumatisme contribue à donner un soutien supplémentaire à la vision selon laquelle chacun de ces aspects du moi est fondamentalement relationnel. Il y a depuis très longtemps une tendance à surévaluer le cérébral par rapport au corporel, à rejeter le corps, y compris dans ce qui nous définit. L'autrice explique qu'après le traumatisme, elle n'était plus la même personne, et que l'une des manières dont elle semblait avoir changé était dans la relation qu'elle avait justement avec son propre corps. Son corps était devenu un ennemi et un lieu de vulnérabilité, mais elle ne pouvait pas choisir de le rejeter dans la mesure où le corps et l'esprit étaient devenus pratiquement indifférenciables. Pendant et après le traumatisme, la distinction entre le corps et l'esprit n'a plus lieu d'être. Les souvenirs sont beaucoup plus corporels, les reviviscences, que les souvenirs autobiographiques. Le traumatisme est dans le corps, les symptômes sont physiologiques. Elle écrit « La nature corporelle du souvenir traumatique complique la difficulté philosophique classique touchant la question de savoir lequel des deux critères d'identité, un corps continu ou des souvenirs continus, doit être utilisé pour déterminer l'identité personnelle au cours du temps. L'étude du traumatisme ne conduit pas à la conclusion que le moi peut s'identifier au corps, mais il montre vraiment comment le corps et la perception que l'on a de lui sont néanmoins des éléments essentiels du moi. Elle révèle également les manières par lesquelles la capacité de quelqu'un à se sentir chez soi au sein du monde est un accomplissement autant physique qu'épistémologique. Les frontières du corps sont aussi celles du moi. L'autrice pose alors la question suivante, le traumatisme nous rend-il plus liés à notre corps ? En fait, ça dépend de notre capacité à dissocier. Les différentes réponses au traumatisme, dissociation du corps, séparation d'avec le moi, ont en commun la tentative de mettre à distance le moi réel de la personne et le moi corporel qui a été dégradé et dont la survie a requis que la personne fasse des choses dégradantes ou soit soumise à de telles choses. Mais dans tous les cas, elle précise que cette tentative n'a jamais un succès total. Donc nous venons de voir que, quoi qu'il en soit, le moi est aussi un moi corporel, et maintenant nous allons voir que le moi est un moi narratif. Suzanne Brisson explique que le moi unitaire est une illusion. Nous sommes tous composés de moi successifs. Il y a une crise épistémologique au moment du traumatisme. Il faut alors réussir à reconstruire un récit continu dont on a le souvenir. Mais est-ce vraiment la difficulté à faire le récit, ou plutôt la difficulté à ce que le récit soit entendu par les autres ? Le problème n'est pas la pauvreté du langage, mais plutôt son inutilité. Il faut avoir le sentiment que raconter sert à quelque chose, et trouver l'énergie de le faire. Il faut aussi être capable d'avoir une notion de la temporalité, ne pas être piégé dans un présent perpétuel qui empêcherait tout récit. Après un traumatisme, on est réduit à vivre dans un présent éternel, sans passé ni futur, ce qui peut empêcher la narration. Et on a besoin aussi de relations avec d'autres personnes qui nous écoutent et nous croient. Le résidu du traumatisme est une sorte de mémoire corporelle. Ces souvenirs sont ressentis comme des souvenirs vécus de manière passive, alors que les récits sont le résultat de certains choix évidents. Dans quelle mesure raconter ? À qui ? Dans quel but ? Cela permet à force un plus grand contrôle sur les souvenirs. La philosophe écrit « Cela ne signifie pas que le narrateur ne soit pas sujet aux contraintes de la mémoire ou que l'histoire sonnera juste, quelle que soit la manière dont elle est racontée. Et l'acte de raconter lui-même peut être incontrôlé, répété de manière compulsive. Mais l'on peut contrôler certains aspects du récit et ce contrôle, que l'on exerce à plusieurs reprises, conduit à un contrôle encore plus important sur les souvenirs eux-mêmes, les rendant moins importants et leur donnant le type de sens qui leur permet de s'intégrer au reste de l'existence. Marianne Hirsch, dans Family Pictures, Mouse, Mourning and Post-Memory, datant de 1993, parle du phénomène de mémoire projective à propos des enfants de survivants à l'Holocauste. L'héritage culturel détermine aussi la façon dont une personne se souvient d'un événement et le raconte. L'influence de la mémoire culturelle sur nous tous est une preuve de plus de la nature profondément relationnelle du moi narratif. Faire le récit permet de rassembler les fragments de la conscience éclatée par le traumatisme et de devenir sujet de son propre discours. Mais le récit soigne seulement si l'on trouve une communauté d'auditeurs dignes de confiance. Une personne est réduite à un objet par la torture, mais elle peut devenir un sujet humain en racontant son histoire à d'autres personnes compatissantes et capables d'écouter. La répression culturelle des souvenirs traumatiques ne vient pas seulement d'une absence d'empathie avec les victimes, mais aussi d'une peur active d'être en empathie avec ceux dont le destin terrifiant nous oblige à reconnaître que nous ne contrôlons pas le nôtre.
En tant qu'individus et du point de vue des cultures, nous imposons des limites arbitraires à la mémoire et à la guérison d'un traumatisme. Les victimes sont donc contraintes à oublier, ou leur témoignage est rejeté. Dans la mesure où témoigner rétablit l'identité du survivant, l'empathie d'autrui est essentielle à la continuité du moi. Alors vous pouvez peut-être avoir l'impression que je répète beaucoup cet élément-là, et j'ai aussi l'impression de le répéter beaucoup, mais il faut savoir que c'est le fil rouge du livre et qu'en fait ça revient presque à toutes les pages, en tout cas à tous les chapitres. Et donc si moi-même je le dis beaucoup, c'est parce que l'autrice le dit encore 10 fois plus. Donc nous venons de voir le moi comme moi narratif, avec la question des souvenirs culturels, la question des souvenirs dont on doit faire le récit pour s'identifier et se remettre de ce qu'on a subi, toujours en relation avec la question d'autrui et du lien qu'on peut avoir avec les autres autour de nous, donc avec la question d'un moi qui serait relationnel. Et nous allons voir maintenant la question du moi autonome, sachant que l'autonomie, selon l'autrice, a aussi une nature relationnelle. Donc je la cite. La survivante à un traumatisme ne souffre pas seulement d'une perte de contrôle sur elle-même, mais également sur son environnement, et cela, en retour, peut conduire à une restriction des frontières de sa volonté. Je traduis. Il n'y a pas seulement une perte de contrôle sur soi-même, mais sur l'environnement. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir davantage peur de sortir dans la rue ou de voir des gens, parce qu'on se dit, plus qu'avant, qu'on ne pourra pas contrôler ce qui va se passer et qu'il peut arriver des choses terribles. Et donc, ce sentiment de perte de contrôle peut conduire à une restriction des frontières de la volonté, ce qui veut dire qu'on peut vouloir beaucoup moins de choses du fait de ce sentiment. Donc par exemple, ne plus vouloir sortir ou ne plus vouloir voir des gens. Pour se rétablir, la survivante d'un traumatisme a besoin de pouvoir se contrôler son environnement dans des limites raisonnables évidemment, et d'être reconnectée à l'humanité. Que les deux derniers objectifs se réalisent dépend, dans une large mesure, des autres personnes. Il faut un juste type d'interaction avec autrui, et donc faire face à l'opposition entre désir de connexion et peur de l'aliénation, et désir d'autonomie et peur de l'invasion. Afin de rétablir la connexion dans la période de convalescence post-traumatique, nous devons, en premier lieu, nous sentir capables de nous protéger contre l'invasion. Nous avons donc montré que le moi autonome et le moi relationnel sont interdépendants et même constitutifs l'un de l'autre. Virginia Held, que nous avons déjà cité plus haut, partage une vision relationnelle de l'autonomie, dans laquelle l'autonomie ne consiste pas à dresser des murs autour de soi ou de sa propriété, mais à former des relations essentielles avec les autres. Ne pas être entendu signifie que celui que le survivant est devenu n'existe pas pour les autres. Dans la mesure où le moi précédent est mort, le moi survivant a besoin d'être connu et reconnu pour exister. Cela met en lumière la connexion entre les visions du moi comme narration, comme moi incarné et comme moi autonome. Suzanne Brison cite l'exemple des groupes de parole dans lesquels les victimes ont parfois besoin de ressentir de l'empathie pour les autres victimes avant de ressentir de l'empathie pour elles-mêmes, ou bien que c'est la colère des autres face à ce qu'elles ont subi qui leur permet de ressentir ensuite de la colère contre leur agresseur. Autre exemple, sa valeur et son estime de soi brisée dépendent des réponses des autres pour être réparées. Ces aspects du traumatisme et du rétablissement révèlent la nature profondément sociale du sens que l'on a de son moi et soulignent les limites de la capacité individuelle à contrôler sa propre définition. Autrement dit, on a besoin de personnes qui nous rassurent ou nous disent qu'on est quelqu'un de bien, qui nous valorisent, et ça aura forcément une influence sur la façon dont on se perçoit et dont on se définit, alors que typiquement, si on s'appuie sur ce qu'a pu dire l'agresseur, on ne se définira pas de la même façon. La philosophe pose la question suivante: comment les autres peuvent t'aider s'ils ne peuvent comprendre, ne l'ayant pas vécu? Elle répond: ne pas rester silencieux, ne pas dire le non du déni, mais le non de la résistance, de la reconnaissance de ce qui s'est passé et le refus de le laisser arriver à nouveau. Chapitre 4. Acte de mémoire. L'acte de raconter est important pour deux raisons. Ne plus être un objet pour devenir sujet de son propre discours. Le récit peut alors imprégner le sens du moi et la vision du monde du survivant, et réintégrer le survivant à l'intérieur de la communauté, en rétablissant les connexions essentielles à l'individualité. Les souvenirs traumatiques sont incontrôlables, intrusifs et souvent somatiques, vécus comme infligés et non choisis.
Caruth, Van der Kolk et Van der Hart présentent comme une sorte de paradoxe le fait qu'il y ait dans le souvenir traumatisant une conjonction de la disparition de la mémoire et de la précision du souvenir. Le fait que l'événement est gravé aussi intensément dans le cerveau serait associé à l'effacement de son codage normal à l'intérieur de la mémoire. Seule la mémoire pathologique, inaccessible à la conscience mais de ce fait active et destructive, est de ce point de vue fidèle à l'événement en enregistrant ce qui a réellement eu lieu. Elle est véridique parce qu'on n'y a pas touché, comme une photographie non retouchée, qu'on ne l'a pas travaillée ou qu'on n'y a pas pensé en employant les catégories déformantes de la connaissance. Cela lui donne un statut épistémologique privilégié comme témoin de la vérité, le statut de ce qui doit être préservé pour des raisons éthiques et politiques. Cette préservation, toutefois, se fait au prix d'une pathologie durable et est en conflit avec le but du survivant, à savoir la guérison psychique. Une telle théorie du souvenir traumatique réduit la personne traumatisée au statut de victime témoin crédible, mais ou parce que malade, ou de survivante en bonne santé indigne de confiance, mais ou parce que guérie. Et donc, cette théorie du traumatisme rend conceptuellement impossible pour un survivant d'avoir un témoignage fiable concernant le traumatisme. Mais ce n'est pas parce que le souvenir a un caractère non volontaire et vivace qu'il se caractérise forcément par sa véracité. On ne pourrait donc, selon cette théorie, aller mieux sans perdre la fidélité au souvenir et sans le transformer. Par contraste, le souvenir narratif n'est pas passivement enduré. On a besoin d'établir un contrôle plus grand sur les souvenirs. Finalement, le récit du traumatisme désamorce les souvenirs traumatiques. Il permet de défaire les véritables effets de la violence même qu'il décrit. En fait, ce souvenir pourrait incarner au moins 2 sortes d'actes de langage. Celui qui consiste à témoigner, c'est-à-dire décrire les événements comme ils se sont produits, et celui qui consiste à raconter et élaborer, et donc à transformer les souvenirs traumatiques. Dans le second cas, il pourrait y avoir un aspect performatif. Raconter peut aussi permettre de se sentir en empathie avec son moi traumatisé, en ressentant d'abord cette empathie pour un autre moi qui a vécu un traumatisme similaire, mais aussi rendre possible des émotions appropriées comme la colère, ou à ne plus culpabiliser. Si je trouve qu'une autre personne n'est pas responsable, pourquoi moi je le serais ? La culpabilité peut être considérée comme une réponse autodestructive par mauvaise estime de soi et alimentée par le désir de la société de blâmer la victime. Mais elle peut aussi être considérée comme une stratégie adaptative de survie pour retrouver un sens du contrôle, maintenir une croyance en un monde juste et l'idée qu'on aurait pu faire quelque chose. Suzanne Brisson soulève donc ce qu'elle appelle un double bind, du reproche envers soi ou de l'impuissance. Donc soit en tant que victime, on se reprocherait ce qu'on a vécu et donc on cesserait de se sentir impuissant parce que ça veut dire qu'on aurait pu faire quelque chose pour éviter ça. Soit on ne culpabilise pas et on ne se reproche pas ce qu'on a subi, mais dans ce cas-là, on est relégué du côté de l'impuissance, qui est aussi très difficile à supporter. Elle définit 2 types de reproches. Le reproche comportemental, qui attribue ce qui est arrivé à un comportement passé qu'on aurait pu modifier, et le reproche caractérologique, qui attribue ce qui est arrivé à des traits de caractère. Le premier peut parfois aider à reprendre le contrôle, mais finalement il est très coûteux et participe à l'idée que les victimes sont responsables, tandis que le deuxième est dans tous les cas extrêmement destructeur. Ce reproche est aussi lié à la difficulté à éprouver de la colère contre son agresseur. La solution de l'autrice pour éviter le reproche ou l'impuissance est de prendre des cours de self-défense. Solution qui personnellement ne me convainc pas. Mais elle précise quand même les limites de cette solution en disant que c'est plutôt une façon d'aider à aller de l'avant. Ça peut aussi aider de réécrire l'intrigue et de la revivre, en modifiant par exemple la fin. Je cite l'autrice, « L'activisme politique, y compris le lobbying pour une nouvelle législation, la prise de parole, l'éducation des autres, l'aide aux survivants, peut aussi aider à annuler le double bind du reproche envers soi ou de l'impuissance. Quelques critiques féministes du mouvement pour la guérison affirment que l'intérêt pour le bien-être psychologique des individus survivants ou sa recherche est d'une certaine manière incompatible avec l'activisme politique et le rejettent. Pour certains survivants et activistes, toutefois, les deux doivent aller de pair. Et c'est ce que moi je pense aussi. Je ne vois pas du tout en quoi le fait de se soucier du bien-être psychologique d'une victime empêcherait aussi d'être actif d'un point de vue politique. Au contraire, je pense même que c'est une des conditions pour avoir un activisme vraiment empathique et efficace. De même, certaines personnes considèrent que les diagnostics médicaux sont débilitants
et même destructeur pour la faculté d'agir du survivant. Certains refusent même d'entendre parler par exemple de stress post-traumatique ou de dissociation. L'autrice, elle, dit qu'apprendre qu'elle avait tous les symptômes du TSPT avait été un soulagement, parce que c'était son état physiologique aussi qui était touché. Et les médicaments l'ont aidée. Je la cite. La communication chimiquement améliorée au niveau de mes neurotransmetteurs pouvait faciliter ma sortie du lit chaque matin, mais elle ne me disait pas quoi faire après. Les choses semblaient, grâce à elle, plus faciles à faire, mais elle ne me donnait aucune raison de les faire. La médication était donc une condition nécessaire, mais non suffisante de sa guérison. De quoi d'autre avais-je besoin ? D'une reconceptualisation du monde et de ma place en lui. D'un monde réel dans lequel il y avait soutien et assistance. La philosophe critique donc également le réductionnisme biologique. Nous sommes à la fois nos molécules, de la chimie et des créateurs de sens, fabricants de nos histoires. Chapitre 5. La politique de l'oubli. L'avocat général a dit à Suzanne Brisson : « Lorsque le procès sera terminé, vous devrez oublier que cela a réellement eu lieu. » Quand elle a répondu que ce n'était pas quelque chose de facile, il lui a répondu qu'elle devait faire un effort. On l'enjoint donc à oublier. Elle écrit ensuite que c'était presque comme si elle se souvenait du viol avant qu'il n'ait eu lieu, à cause de toutes les histoires avec lesquelles elle avait grandi, des récits lus ou entendus, une sorte de mémoire projective façonnant la manière dont elle vivait dans son corps et se déplaçait dans le monde. Je la cite : « Les filles dans notre société sont élevées avec tant de mise en garde contre le viol que, même si nous ne sommes pas agressées dans notre enfance, nous entrons dans notre vie de femme chargée de souvenirs d'une violence sexuelle que l'on projette sur nous. Ce souvenir hante le présent mais contamine aussi le futur sous forme de peur. Les souvenirs, des viols subis par d'autres femmes, dont on fait la projection, sont transformés en souvenirs anticipés de son propre viol, à travers une socialisation précoce et progressive des filles et des femmes. » Alors j'en profite pour rappeler qu'un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles en France et que le viol ne concerne pas que les femmes, mais au moins autant les enfants. Nous avons donc des souvenirs hérités de notre culture. Quand on ne m'exhortait pas à oublier l'agression, on me disait souvent comment m'en souvenir. Par exemple, son avocat voulait en faire un traumatisme individuel, apolitique, et lui disait de penser à l'agresseur comme à une bête et non comme à un être humain. Il lui était difficile au départ de qualifier l'événement de viol, de nommer la dimension sexuelle, car alors les gens pensent savoir, pouvoir se représenter ce qui s'est passé, plaquent des représentations culturelles, des clichés et s'en satisfont. Pour eux, l'agression fait même sens simplement parce qu'il y a eu une dimension sexuelle, elle devient compréhensible. Mais ça ne faisait pas plus de sens pour elle. Plus loin, elle écrit que le viol est anti-érotique, qu'il supprime le désir parce qu'il associe le sexe à la violence ou au meurtre. Le viol a été trop souvent et pendant trop longtemps considéré comme un sujet privé et personnel et de ce fait indigne de l'intérêt public et politique. La guerre, à l'inverse, a été jugée le paradigme de l'événement public et politique. Dans le cas des victimes de violences sexuelles, il n'existe aucun événement historique à l'intérieur duquel les souvenirs individuels pourraient trouver leur place ou qu'ils pourraient combattre. L'événement s'inscrit de manière privée. Le fait que le viol se produise de manière régulière à travers le monde entier peut le rendre moins important comme traumatisme collectif, mais n'en fait pas pour autant un traumatisme exclusivement individuel. Cela concerne trop de personnes, ici les femmes, pour en faire quelque chose de purement individuel. Et j'ajouterais la même chose, évidemment, pour les enfants. La philosophe parle ensuite de sa peur de traumatiser, d'instiller la peur ou de réduire le champ des possibles des autres en racontant son traumatisme. Mais elle en vient à la conclusion qu'on ne doit pas s'empêcher de parler de peur de blesser les autres. Elle écrit : « Il est possible que les souvenirs projectifs les plus débilitants soient ceux instillés par le silence. C'est seulement en se souvenant et en faisant le récit du passé, raconter nos histoires et écouter celles des autres, que nous pouvons prendre part à la construction progressive d'un récit libérateur, non pas d'un récit qui nous confine dans le passé, mais un récit à partir duquel un futur librement imaginé et désiré puisse émerger. » Chapitre 6. Recompter. L'un des récits les plus difficiles à entendre est le récit traumatique, et il n'est pas toujours thérapeutique pour le narrateur. L'autrice explique qu'elle a été un très bon témoin pour la justice, mais que son thérapeute, à l'inverse, lui avait dit : « À vous entendre, vous semblez décrire quelque chose arrivé à quelqu'un d'autre. » Parfois, le témoignage entrave le rétablissement
en attachant le survivant à une version rigide du passé, ce qui entre alors en contradiction avec le fait de raconter pour vivre. Elle précise : je pense maintenant que le récit facilite l'aptitude à aller de l'avant, en ouvrant des possibilités pour le futur, au travers d'une renarration des histoires du passé. Il le fait non en établissant à nouveau les illusions de la cohérence du passé, le contrôle sur le présent ou la prévision du futur, mais en rendant possible le fait d'aller de l'avant avec ces illusions. Et donc je vous avais dit que je reviendrai plus tard sur le fait qu'on peut décrire l'événement d'une multitude de façons, et c'est justement ici qu'elle en parle. Le premier récit de l'agression était le récit sans cesse changeant que je me racontais à mesure qu'il se déroulait. C'est un cauchemar. Non, c'est un viol. Non, c'est un meurtre. L'autre récit était celui que j'ai inventé, au mode subjonctif, pour mon agresseur durant l'attaque. Je ne dirai pas un mot de l'agression, lui ai-je dit. Je dirais que j'ai été renversé par une voiture. Mon récit variait à mesure que je le racontais au fermier et à sa famille, puis à l'officier de police, au médecin, au personnel ambulancier, et plus tard à l'hôpital, à Tom, à d'autres médecins, à un psychiatre, à quelques gendarmes, à mes parents, à un ami, à un autre ami, puis encore à un autre. Mon histoire était façonnée parce que l'auditeur avait un besoin impératif de savoir. Quelques jours plus tard, lorsque j'ai pu respirer plus facilement, elle s'est développée et contractée pour s'adapter au temps disponible chaque fois. L'intérêt que les auditeurs prenaient à l'histoire déterminait les suggestions, les questions, les réponses qui, en retour, façonnaient l'histoire. Face à la justice, le but est de déclarer le suspect coupable. L'autrice a alors remarqué que dans son témoignage, certaines choses ont été mises de côté. Par exemple, les vêtements de l'agresseur car elle s'était trompée, et d'autres avaient été ajoutés, comme le fait de la décrire sportive pour justifier qu'elle se promenait seule même si c'était en plein jour. Le fait que je ne puisse pas me souvenir des vêtements de mon agresseur était compréhensible, étant donné que je m'étais centrée uniquement durant l'agression sur ma survie. Je me sentais si proche de la mort durant chaque moment de conscience, après la première période d'inconscience, que je n'ai jamais eu le luxe de penser « Maintenant, souviens-toi de ces vêtements, ce sera important pour le procès ». Je ne pensais pas à un procès, je ne pensais pas qu'on devait trouver et arrêter un suspect. Je prêtais mon attention uniquement aux aspects de mon agresseur, dont je pensais avoir besoin de garder trace pour survivre. Au moment du verdict, elle n'est ni triste ni ravie, elle ressent juste un relâchement. Elle explique pourquoi. Je n'avais pas à préserver l'exactitude de l'histoire. Que j'atteigne à sa vérité n'avait plus d'importance. Je pouvais laisser s'en aller les détails que j'avais gardés vivaces dans ma mémoire, le récit dont je m'étais souvenu, que j'avais répété et finalement livré à la cour. Nos conventions de justice requièrent qu'un témoin soit considéré comme présentant quelque chose d'aussi proche que possible de l'instantané photographique. Une histoire sans médiation et qui ne change pas, à partir du point de vue d'un observateur détaché, objectif. Bien que certains comptes rendus des souvenirs traumatiques associent le caractère non volontaire de ce type de souvenirs et leur véracité présumée, dans mon cas, cela demandait un certain effort conscient pour vouloir que l'histoire véritable reste exacte, pour pouvoir la reproduire au procès. Comment la nécessité de préserver la véracité d'une histoire pour les témoignages au procès pourrait être connectée à la répétition compulsive d'un récit traumatique ? Il se peut que la tentative rétroactive pour surmonter le traumatisme par le biais de la répétition involontaire soit poursuivie intrapsychiquement jusqu'à ce qu'un auditeur suffisamment stable et fiable émerge pour en témoigner. Peut-être y a-t-il un impératif psychologique, analogue à l'impératif juridique, pour préserver le récit de son histoire jusqu'à ce qu'elle soit entendue. Après que l'histoire a été entendue et reconnue, on peut la laisser partir ou la décongeler, on peut se relâcher. Et là, je peux pas être tout à fait d'accord, simplement parce que personnellement, je pense avoir trouvé des auditeurs fiables et stables, et que pourtant ce ressassement continue toujours chez moi. Je cite de nouveau l'autrice. Qu'arrive-t-il alors à l'histoire ? Est-ce que nous blessons inévitablement les autres avec la transmission de nos histoires ? Il y a une certaine évidence à ce que le traumatisme, à l'inverse, nuise plus aux autres, aux générations futures par exemple, lorsqu'il est transmis par le biais d'histoires non racontées, que lorsqu'il est raconté. Peut-être que le traumatisme est désamorcé par le récit qu'on en fait, pas seulement pour les survivants, mais aussi pour les auditeurs. Alors là, je suis d'accord, mais j'ajouterais peut-être quelque chose. Le survivant doit lui aussi considérer son auditeur, non pour s'empêcher de parler, mais pour que le respect aille dans les deux sens. Et je dis ça en pensant à une situation particulière, celle où des parents traumatisés déballent, je dirais même vomissent leur trauma à leurs enfants,
sans les préserver comme s'ils n'étaient que des réceptacles, et donc les traumatise aussi. En fait, je pense que si le survivant ne s'adresse pas à l'autre comme un être humain digne de respect, ce sera comme s'il parlait à un mur. Donc en fait, ça doit aller dans les deux sens, et pas seulement dans un seul sens. Il faut aussi que le survivant ait conscience qu'il est face à un individu. Suzanne Brison raconte ensuite à quel point la réparation n'est pas linéaire et à quel point, à mesure qu'on chemine, d'autres événements difficiles viennent l'entraver ou d'autres choses du passé reviennent et font écho aussi. En fait, que tout est à reprendre. Elle mentionne par exemple le suicide de son frère et dit « Peut-être que la question est d'apprendre comment abandonner le contrôle, de l'apprendre en allant là où nous avons besoin d'aller, de substituer aux actions répétitives crispées celles qui, mues par la générativité, vont au-delà d'elles-mêmes. » Alors j'ajoute maintenant plusieurs citations. Que faire à présent du commentaire fait par l'assistante du groupe de soutien aux survivants de viol ? Vous ne serez plus jamais les mêmes, mais vous pouvez être meilleurs. Je crois que j'ai encore à me mettre d'accord avec cela. Non pas meilleur au sens d'une vie plus cohérente, sous contrôle, prévisible, mais meilleur dans le sens où l'on reconnaît que la vie est une histoire par le fait de la raconter, de la reconter, et que nous avons un certain contrôle sur cela. La guérison ne semble plus consister dans le rassemblement des morceaux du moi brisé ou du récit rompu. Il faut faire face au fait qu'il n'y a jamais eu de moi ou d'histoire cohérent par lequel commencer. La guérison est peut-être le rétablissement du sentiment illusoire de la permanence de l'espoir. Aussi irrationnel que cela puisse être, je veux croire que, tout comme il y a quelque chose comme un dommage irréparable, il peut y avoir quelque chose comme une irréversible réparation. Elle ajoute qu'elle ne peut croire à l'espoir permanent, mais que cet espoir permanent est tout aussi plausible finalement que la croyance obstinée en la ruine. Peut-être que le but de la guérison est simplement de continuer. Mais continuer quoi ? Je devrais raconter mon histoire une autre fois. Je devrais raconter l'histoire de mon agression à mon fils. L'histoire que je lui raconterai doit être un récit différent, influencé par ses besoins et encadré par ses questions. Je ne peux pas raconter à mon fils l'histoire de mon agression de la manière dont je le voudrais, en prétendant que ce n'est pas vraiment arrivé ou que cela a eu une fin salvatrice et heureuse. Mais mon récit ne doit pas le briser. Et ça fait écho finalement à ce que je disais plus haut concernant les parents qui utilisent les enfants comme des réceptacles à émotions, souffrances et récits traumatiques. Dans la postface, Suzanne Brison raconte, après l'annonce d'un double meurtre, comment la nouvelle ne semble pas avoir entamé le sentiment de sécurité qu'éprouvaient la plupart des gens, alors que ça lui rappelait à elle qu'elle n'était en sécurité nulle part. Elle écrit « La vie continuait, je ne pouvais juste pas me rappeler pourquoi. » Elle précise que le fait que les victimes étaient des femmes noires a presque, voire totalement annulé l'événement dans l'esprit des gens, et s'insurge du fait que lorsque ces deux amis blancs ont été assassinés, la réaction ait été si différente. Je ne me sens toujours pas capable de dire à mon fils que Suzanne et Alf ont été assassinés. J'ai juste dit qu'ils étaient morts. Je n'ai rien à dire pour justifier que nous ne serons pas confrontés à une telle violence. Nous le pouvons. Il n'y a aucun moyen de s'y préparer. Et il n'y a aucun moyen de dépasser cela. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous soutenir obstinément les uns les autres. Et l'ouvrage entier se termine ainsi. La vie, prodigue, impérieuse, s'étale partout. Un débordement de vie, même pour les créatures les plus insignifiantes, si important que tout semble irrépressible. Peut-être parce qu'il est impossible pour nous d'imaginer nos propres morts, notre existence semble nécessaire, tenue de continuer. Mais peut-être que mon avocat avait raison. Je dois me souvenir que je ne suis pas supposée être en vie. Et si je prenais cela comme point de départ ? Personne d'entre nous n'est supposé être en vie. Nous sommes ici par chance, et pour peu de temps. La surprise, c'est que nous ayons réussi, encore une fois, à passer l'hiver et que nos cœurs, malgré tout, survivent. Je vous ai présenté ce livre de façon linéaire, chapitre par chapitre, et non par thématique, ce qui fait que plusieurs sujets reviennent ou se complètent à différents moments. Alors, pour faire un bilan de ce compte-rendu qui était quand même dense, voilà ce qu'on peut retenir. La violence sexuelle n'est pas un phénomène rare, privé ou individuel. Ce n'est pas non plus un phénomène naturel. Les agresseurs ne sont pas des monstres.
C'est quelque chose qui prend racine dans une société fondée sur des rapports de domination. Le problème est structurel et idéologique et ne peut être véritablement réglé par la police et la justice. Le traumatisme n'est pas seulement un trouble ou une question de chimie dans le cerveau, même si ça l'est aussi. C'est une perte de sens, une désintégration du moi, la perte de sa place au sein du monde et la perte du lien qui nous unit aux autres. Il est possible de conjuguer souci pour le bien-être psychique et activisme politique. Le moi est incarné dans le corps, narratif et autonome, et dans les 3 cas, il est relationnel. Ce moi a été défait par la violence commise par un être humain, mais il peut être réparé par les liens tissés avec d'autres êtres humains. Les récits à la première personne, en l'occurrence les récits de victimes de violences sexuelles, sont essentiels et nécessaires pour mieux comprendre, développer l'empathie et éclairer des questions qui sont aussi d'ordre philosophique. Raconter est important, à la fois pour ne plus être un objet, pour devenir sujet de son propre discours et pour revenir dans l'humanité, rétablir des liens humains essentiels à l'individualité. Ce qui traumatise les autres autour de nous, ce n'est pas les histoires qu'on raconte, mais celles qu'on laisse sous silence. Il est finalement important d'accepter qu'on ne peut contrôler ce qui nous arrive, mais qu'on peut contrôler le récit qu'on en fait, de comprendre qu'il n'y a pas plus de raison de désespérer que d'espérer, que c'est le soutien humain qui aide à continuer, qu'aucun de nous n'est supposé être en vie, que c'est pour peu de temps, mais qu'en attendant, pour la plupart d'entre nous, nous survivons.